je suis médecin, comme ça a été dit tout à l'heure, douleurs chroniques, soins palliatifs à l'Institut Curie à Paris, et je dirige également une unité transversale d'éducation thérapeutique des patients en cancérologie. Pour vous expliquer donc cette expérience, comme tout le monde, en mars 2020, dans l'unité, dans le service, on a été amené à être touché de plein fouet par cette syndémie, ça a été très bien dit tout à l'heure, qui a amené une réorganisation brutale du système de soins et principalement en orientant les prises en charge sur de nombreux patients graves atteints par la Covid, et ça a favorisé un modèle, ça a donné un modèle qui favorise les décisions tout à fait verticales et la priorisation d'un intérêt collectif qui a écarté beaucoup de prises, de vision d'une prise en charge individualisée. Dans ce contexte, les soins non urgents, ça a été dit, ont été déprogrammés. On a limité la venue des patients au strictement nécessaire, et comme ça a été très bien dit dans les interventions précédentes, il n'y avait pas de recommandation. On est quand même touché de façon nouvelle sur quelque chose d'aussi large, et puis peut-être une des premières fois où même les professionnels de santé sont également touchés par la pandémie et par ces risques. Tout le monde était perturbé, tout le monde était à essayer de faire ce qu'il pouvait. Effectivement, les organisations, et chez nous aussi, les managers ont organisé des choses, permis des choses, fait des cellules de crise pour essayer de répondre au mieux possible. Et dans ce contexte-là, l'idée, c'était de se dire, surtout moi qui suis dans une spécialité de prise en charge des symptômes et des patients dans leur globalité, finalement, c'est quoi le non urgent, c'est quoi le strict nécessaire. Et l'idée était de se dire à plusieurs comment on regarde ce qui se passe, et puis quand on ne sait pas bien les choses, l'idée c'était de le demander directement aux patients. On était bien sûr dans l'urgence, et c'est ça qui a fait émerger cette idée d'un baromètre aussi, pour avoir quelque chose d'évolutif dans le temps, en interrogeant les patients, dans l'idée de départ de les interroger au fur et à mesure pour peut-être orienter les décisions dans la mise en place des procédures alternatives, et notamment la téléconsultation qu'on mettait en place, et puis les modifications des déprogrammations ou des décisions ou des recommandations qu'on mettait au fur et à mesure en place. Voilà, l'idée était de qualifier ces caractères non urgents, mais pas avec notre seule vision de professionnels de santé. L'objectif, c'était donc de prendre en compte le vécu des patients. Comment on a fait? On a regardé cette période du 15 mars au 15 avril 2020, donc la période de confinement. On a regardé tous les patients qui avaient des consultations programmées, donc pour se centrer sur les patients ambulatoires, et qui avaient une adresse mail renseignée dans nos dossiers, parce que c'était plus facile dans l'urgence de passer par ce média-là. Et on a extrait une liste de plus de 6000 patients qui étaient concernés, adultes, on a enlevé les enfants. Donc il y avait au moins un rendez-vous programmé sur l'Institut, sur nos 2 sites, et on a adressé un questionnaire par messagerie électronique avec une douzaine de questions sur leur vécu. On leur a demandé leurs préoccupations, mais aussi leur satisfaction. Ça nous avait paru important, et on a eu des surprises. Je vous en touche un mot juste après. Et on leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de la téléconsultation, est-ce qu'ils avaient dû renoncer à des soins, est-ce qu'ils avaient fait de l'automédication, quel était leur ressenti de l'expérience de la téléconsultation. Et l'idée, c'était de répéter ce questionnaire tous les 15 jours à ce panel de patients pour voir s'il y avait des modifications. Le temps qu'on se mette en place et qu'on dirige, on a démarré le questionnaire 2 semaines, on a interrogé les 2 dernières semaines du confinement. Donc on a pu voir le passage du déconfinement, en fait, fin avril, début mai, et on a interrogé comme ça pendant 4 mois, donc avec 8 questionnaires. On a eu 2000 répondants. Qui ont répondu à ce questionnaire, avec une forte perte au fur et à mesure, et on a eu à peu près 500 personnes qui ont répondu tout du long.
Il y avait une forme de lassitude aussi dans les questionnaires. On fera mieux la prochaine fois. Dans les résultats principaux, la première partie, c'était cette partie préoccupation-satisfaction et on l'a fait en questions ouvertes, hein, ce qui n'était pas évident. Et puis, pour justement, on voulait pas cibler, on voulait pas, on voulait tellement, avoir ce vécu et cette expérience patient qu'on a commencé par cette première question, qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment et quels sont vos motifs de satisfaction? Et puis notre, chercheur, Jean-Christophe Minot a eu une méthode pour, ensuite, repérer, enfin il a pris 10 des questionnaires, parce qu'il y en avait 2000 quand même, pour, essayer de classer les thèmes et on a trouvé, une dizaine de thèmes de préoccupation et un peu moins de satisfaction. Et ensuite, il a classé par thème et dans les autres questionnaires, on a, demandé de cocher ce qui était sorti au premier questionnaire. Rapidement, ce qui est sorti dans les préoccupations dans notre population, sachant que notre population, elle était partagée entre 2/3 de patients qui disent être suivis pour des traitements actifs contre le cancer et 1/3 de patients qui sont en surveillance de leur cancer. Les préoccupations sortaient quand même assez majoritairement sur leur maladie cancéreuse et son évolution avec des préoccupations sur l'inquiétude quant au suivi de leur maladie. Et ça, c'était une préoccupation supérieure aux préoccupations d'attraper la Covid. Donc, quand on a regardé, on n'avait pas beaucoup de littérature. Quand on a regardé ce qu'on a trouvé sur d'autres populations, et notamment sur d'autres populations atteintes de maladies chroniques, la préoccupation d'attraper le Covid était quand même plus élevée par rapport à notre population à nous. C'est-à-dire qu'on reste bien sur une préoccupation du suivi de la maladie cancéreuse. Les motifs de satisfaction étaient aussi intéressants à regarder et ce qui est sorti majoritairement, c'était vraiment les relations avec les proches. C'était vraiment un motif de satisfaction évoqué. Un certain nombre, mais pas beaucoup, répondaient rien de particulier, et y compris dans les préoccupations. Et puis on a vu aussi évoluer, au fil du temps, respectivement les préoccupations et les motifs de satisfaction ont évolué dans le temps, notamment, par rapport les préoccupations du travail ont augmenté, probablement que les situations économiques aussi. Et il y a eu une inversion au moment du déconfinement avec justement une anxiété beaucoup plus importante sur la peur d'attraper le Covid qui là est apparue au moment du déconfinement puis qui ensuite s'est à nouveau estompée. On a regardé aussi, on a posé la question, qu'est-ce qu'ils pensaient du suivi de leur maladie cancéreuse. Là, on avait, quand même à peu près 10 des répondants, surtout dans les premiers questionnaires, enfin, on pouvait se dire qu'on avait beaucoup de répondants qui trouvaient qu'ils étaient quand même bien suivis de leur maladie et dans les 10 qui cotaient mauvais ou très mauvais dans leur suivi de la maladie cancéreuse, il y avait peut-être une petite prépondérance sur des gens qui étaient plutôt proches du centre, et davantage sur des gens qui se disaient non, en traitement, donc probablement des gens, en surveillance. Donc pour nous, on pensait que c'était pas tellement cette catégorie-là qui répondrait, mais c'est ça qui est sorti. Sur la téléconsultation, il y avait à peu près 36 de recours. Alors, il faut savoir que la téléconsultation, c'était pas du tout une pratique, de l'établissement. Ça fait 15 ans qu'on voulait le faire, mais qu'on n'y arrivait pas. Il est évident, comme beaucoup d'établissements et lieux de soins, que, il y a eu un mouvement très, très fort sur la téléconsultation qui a des avantages et des inconvénients, et qui est une pratique qui va probablement rester, au moins partiellement pour certains types de patients. Quand on les interroge, donc il y a quand même 36 des patients qui déclarent avoir eu recours, que le ressenti était plutôt bon et au fil du temps, des questionnaires, le recours diminue, donc probablement en lien avec la reprise des activités de soins. Et par contre, le ressenti, qui était déjà très bon au départ, s'améliore encore, c'est-à-dire qu'on passe à l'excellence, sur, la téléconsultation. Le renoncement aux soins, on l'a corrélé au recours aux soins. C'est-à-dire qu'on a interrogé en disant, on leur demandait est-ce qu'ils avaient dû renoncer aux soins et on faisait pas la différence si c'était, est-ce que c'est eux qui n'avaient pas, qui pouvaient pas accéder ou est-ce qu'on avait annulé leur consultation, et on leur demandait s'ils avaient renoncé à 1, 2, 3 soins ou plus. On avait quand même 25 des personnes qui avaient dû, renoncer à des soins
et on avait essayé d'élargir la notion de soins, pas seulement les soins du centre. Donc là, il y a sûrement un biais parce qu'on pense que les patients ont quand même dû répondre principalement, comme c'est l'Institut Curie qui posait la question, on pense qu'ils ont surtout répondu au renoncement aux soins de l'Institut, on pense. 25% quand même déclaraient avoir renoncé à 1 à 3 soins qu'ils jugeaient pourtant urgents et indispensables. Parallèlement, ils déclarent pas en tout cas avoir fait recours à l'automédication, ni à la consultation de forums ou d'autres systèmes d'information des soins. Et on a corrélé aussi au recours aux soins, puisqu'on leur demandait est-ce que vous avez consulté sur l'Institut Curie, médecin ou professionnel ou soignant, et on leur demandait est-ce que vous avez consulté votre médecin traitant ou d'autres professionnels en proximité. Et là, ce qu'on a vu dans l'évolution, alors au départ, on pensait qu'ils avaient plus consulté malgré tout, parce qu'on avait en quantité plus de consultations sur le centre et un certain nombre de consultations, un tiers de leur médecin généraliste. Et puis au fil de la progression des questionnaires, on voit en fait finalement que pendant notre déprogrammation, parce qu'on a eu à peu près 30% de consultations physiques en moins sur l'Institut, eh bien, les patients ont eu recours à leur médecin généraliste pendant cette période-là. Puis on voit qu'après, ça s'inverse un peu, c'est-à-dire qu'en gros, le médecin généraliste et les professionnels de santé de proximité ont été présents pour nos patients au moment où on ne les accueillait plus sur ces consultations-là. Donc, je dirais présents comme toujours pour les professionnels de ville, et qu'ils ont répondu en tout cas aux besoins de ces patients-là. Et on le voit sur notre population qui est restée jusqu'au bout des questionnaires et qui est probablement le profil des patients qui sont en suivi de traitement actif sur le centre. Voilà, donc pas de recours à l'automédication, ça ne change pas tout au long du questionnaire, ça je l'ai dit. Voilà, donc ce partage cette modification en tout cas de la consommation de soins ou du recours aux soins plutôt, pardon, entre les centres. Pas trop de mouvements de population. On a essayé de regarder aussi, on leur demandait entre ceux qui habitaient proche couronne Paris et ceux qui habitaient en province, puisque notre recrutement est assez large sur l'Institut. On n'a pas vraiment vu de mouvement de population. En tout cas, ce n'était pas déclaré dans les questionnaires. Et l'élément qui nous a paru intéressant aussi, c'est qu'on voit que le maximum de renoncement aux soins, eh bien, sans surprise, c'est quand même ceux qui ont le maximum de besoins de soins. C'est-à-dire que plus les gens sont graves ou ont besoin de plusieurs soins, en particulier sur le centre, eh bien, plus ils étaient touchés par l'absence d'accès à ces soins. En conclusion, ce que j'avais envie de passer comme message, bien sûr, c'est un dispositif très parcellaire. On n'a pas répondu à l'idée de départ qui était de dire: «Est-ce qu'on pourrait influencer notre organisation des soins en interrogeant davantage les patients?» Ça n'a pas pu se faire parce que c'était assez complexe. Ce qu'on pense, c'est que le fait d'interroger en question ouverte, ça fait venir, ça ouvre des champs et notamment sur interroger la satisfaction, que le profil des patients atteints de maladies graves en cours de traitement ou en surveillance ont des spécificités particulières dans ce contexte de pandémie, et que le recueil de l'expérience des patients en l'état n'est pas suffisant et qu'il faut vraiment penser à un dispositif complet pour qu'on puisse avoir un panel peut-être régulier et qu'on puisse l'intégrer dans notre dispositif d'organisation des soins, ce d'autant lorsque l'on est en situation de crise sanitaire. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante qui a pour point commun avec celle de Pascal Jacob d'essayer justement d'interroger les patients et de les embarquer, on va dire, dans les questions de santé publique et dans les questions d'accès à la santé, ce qui nous semble, nous, à l'Espace Éthique, très, très important. Alors, je vais relayer une question qui est apparue dans le chat de Lagrange. Voilà, Monsieur Lagrange, Madame Lagrange. Alors, je lis la question. Concernant l'influence du retard des soins sur la probabilité de contrôle de la maladie cancéreuse, il y a de nombreuses publications qui montrent que lorsque le programme n'est pas respecté, il y a une diminution du contrôle ou une augmentation du risque de récidive. Chaque jour perdu en radiothérapie a un impact bien documenté.
Cela est aussi vrai en chirurgie, par exemple du cancer du sein. Pour la vessie, je ne sais pas, le seul, je comprends pas. Ensuite, certains que ce risque semble moindre, mais de fait, la question individuelle n'est pas actuellement quantifiée. Voilà pour cette remarque. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui. Alors la commenter ou réagir, oui, oui, il y a bien sûr, c'est encore difficile. Moi, enfin après, c'est vraiment des questions compliquées et puis je pense qu'on n'a pas beaucoup de recul, mais oui, on peut avoir des inquiétudes. Néanmoins, il y a sûrement, des modulations, à apporter. À titre personnel, je pense que c'est vraiment l'aggravation des inégalités d'accès aux soins qui est pleinement, identifiée, qui aggrave les situations et qui, du coup, si on accède moins bien aux soins, eh bien forcément, on est dans des retards de prise en charge. Alors après, dire est-ce que c'est cette déprogrammation-là, ça c'est vraiment, vraiment compliqué. En tout cas, moi, je n'ai pas d'éléments précis à apporter, mais je modulerai quand même un tout petit peu avec cette part d'incertitude, probablement qu'il y a un impact, mais qu'il est difficile à mesurer aujourd'hui, parce que les conséquences sont aussi globales et que la maladie cancéreuse n'est pas, on voit bien qu'on a aggravé aussi beaucoup de symptômes. Je pense que c'est vraiment l'aggravation de l'accès et de l'inégalité des soins au départ qui s'est trouvée aggravée. Alors, merci beaucoup, Madame Renaud Tessier, de cette présentation. Alors, je laisse à présent la parole à Jean-François Alexandra, qui est médecin interniste à l'hôpital Bichat. Voilà, Monsieur Alexandra, je vous laisse la parole.